Dossier numéro 1 de cette deuxième conférence d'ophtalmologie pour les D3. Il s'agit du glaucome chronique, item 240, maladie et grand syndrome. Juste pour votre info, le glaucome chronique est déjà tombé en dossier en 2003 et également en 2008. Donc c'est quand même quelque chose qui est fréquent à l'ECN et bien sûr susceptible de retomber. Vous recevez en consultation monsieur L, 63 ans, pour renouveler ses lunettes et à l'occasion d'un examen systématique, vous découvrez une tension oculaire de 25 mm de mercure à l'œil droit et 27 mm de mercure à l'œil gauche. Vous pensez à enquêter sur cette hypertonie oculaire. Juste pour votre info, il faut savoir que la tension oculaire normale d'un œil est de 15 plus ou moins 6 mm de mercure, c'est-à-dire entre 9 et 21 mm de mercure. Question numéro 1, qui est une question extrêmement importante dans le glaucome. Quels sont les facteurs de risque de glaucome chronique à angle ouvert à rechercher à l'interrogatoire? Cette question est cruciale parce que le glaucome chronique à angle ouvert est une maladie donc chronique. À cause du trabéculum qui fonctionne moins bien et qui filtre moins bien, l'humeur aqueuse, qui est l'eau dans l'œil, a du mal à sortir, s'ensuit une hypertonie chronique, mais asymptomatique. C'est une petite hypertonie oculaire, ça peut être 23, 24, et le patient ne sent rien, il n'y a pas de douleur. Ce n'est pas comme le glaucome aigu où il y a la tension est à 50 et le patient se tord de douleur. Donc c'est asymptomatique. Et au fur et à mesure, eh bien, l'hypertonie oculaire va écraser le nerf optique, va provoquer une altération du champ visuel qui peut aller jusqu'à une cécité, et ça de manière insidieuse sans que le patient s'en aperçoive. Et c'est à l'ophtalmologiste de dépister quelles sont les populations à risque d'avoir un glaucome chronique. Quand il prend la tension oculaire, quels sont les patients qui sont à risque de devenir aveugles plus tard, qu'il va falloir traiter en priorité et de manière précoce. Eh bien, cette première question va permettre de dépister ces patients à risque. Alors, quels sont les facteurs de risque à rechercher? Eh bien, il y a deux très importants. Le premier, c'est l'hypertonie oculaire. L'hypertonie oculaire n'est pas synonyme de glaucome. L'hypertonie oculaire fait partie du glaucome, est un facteur de risque de glaucome. Mais un patient qui a une hypertonie oculaire n'a pas forcément de glaucome, n'a pas forcément la maladie avec le nerf optique abîmé. Mais par contre, il est à risque de le développer plus tard, le glaucome. Il est à risque d'abîmer son nerf optique et d'avoir une altération du champ visuel plus tard. C'est pour ça qu'un patient qui nous dit qu'il a une hypertonie connue, eh bien on sait que ce patient est à risque, si ce n'est déjà fait, d'avoir un glaucome chronique. Deuxième facteur de risque, c'est les antécédents familiaux d'hypertonie oculaire ou de glaucome. En effet, il existe 30% de glaucomes familiaux, on a identifié des gènes. Eh bien, si quelqu'un nous dit que ses parents ont un glaucome, on sait que lui est à risque d'avoir un glaucome. Il va falloir particulièrement le surveiller, aussi bien au niveau de sa tension oculaire que de ses champs visuels. Et qu'en cas de doute, il faudra le traiter même assez tôt. Donc c'est très important de pouvoir connaître les antécédents familiaux. Il y a d'autres facteurs de risque comme l'âge supérieur à 40 ans, les corticoïdes par voie générale ou en collyre et les facteurs de risque cardiovasculaires comme le diabète et l'hypotension. Pas forcément l'hypertension, l'hypotension artérielle va donner une diminution de la perfusion du nerf optique et donc abîmer le nerf optique et donc glaucome. Est-ce que vous avez d'autres questions sur cette première question ? Oui, la forte myopie est-elle un facteur de risque de glaucome à angle ouvert? Excellente intervention de votre part, effectivement. La myopie peut être rajoutée dans cette liste comme facteur de risque de glaucome. Enfin, je n'avais pas envie non plus de trop allonger la liste, mais vous pouvez effectivement la rajouter. C'est une excellente intervention. Nous passons maintenant à la question numéro 2. Quels signes à l'examen ophtalmologique sont utiles pour étayer le diagnostic de glaucome chronique à angle ouvert? L'hypertonie oculaire. Très important comme signe à l'examen ophtalmo pour étayer un diagnostic de glaucome. Il n'est pas synonyme, comme on l'a vu, mais ça peut être un des signes de glaucome. Il y a également l'augmentation de l'excavation papillaire avec un rapport cup sur disque supérieur à 0,6. On va voir ensemble ce que c'est à la fin de ce dossier. Rassurez-vous, n'ayez pas peur. Le reste de l'examen est normal. L'acuité visuelle reste normale jusqu'à un stade tardif. Effectivement, c'est le champ visuel qui va se rétrécir, mais l'acuité visuelle en elle-même reste normale jusqu'à la fin. Et à la fin, quand l'acuité visuelle diminue, c'est que c'est fini, le patient va devenir aveugle. Le champ visuel se rétrécit petit à petit comme ça. Les signes négatifs également, la chambre antérieure est profonde, ça veut dire que l'angle est ouvert. L'angle irido-cornéen est normal, non fermé, en gonioscopie qui sera faite au verre à 3 miroirs de Goldman, je vous le rappelle.
Question numéro 3. Quelle est la triade diagnostique du glaucome chronique à angle ouvert? Il y en a trois signes. C'est l'hypertonie oculaire. 2. L'augmentation de l'excavation papillaire. Ça va être l'aspect du nerf optique qui sera excavé. On va voir ça à la fin. Et enfin, les altérations du champ visuel qui seront mesurées lors de l'examen paraclinique du champ visuel. On y vient justement. Question numéro 4. Quels examens complémentaires demandez-vous pour analyser le champ visuel et que recherchez-vous? C'est un champ visuel, un examen complémentaire qui s'appelle périmétrie automatisée statique de Humphrey. N'ayez pas peur, je vais vous expliquer tous les termes. Périmétrie, c'est le terme pour dire qu'on mesure le champ visuel. Automatisé, ça veut dire que c'est une machine qui va faire le champ visuel. Ce n'est pas un orthoptiste, ce n'est pas manuel, c'est automatisé. Statique, c'est-à-dire qu'on va projeter au patient des points lumineux fixes qui vont s'allumer et s'éteindre, et on lui demandera de cliquer pour dire s'il voit ces points lumineux ou pas. C'est pour ça qu'on dit statique. Humphrey, c'est la marque du champ visuel qui est très communément faite, mais il en existe d'autres, comme Octopus. Ce que je vous recommande de retenir pour le glaucome, c'est périmétrie automatisée statique. Et on verra tout à l'heure des images de périmétrie automatisée statique. Et en fait, c'est l'inverse, c'est un autre champ visuel que ceux que vous connaissez habituellement, notamment dans les norbes ou dans les adénomes hypophysaires, quand on a des hémianopsies latérales homonymes, par exemple, ou des scotomes centraux. Et on voit ça en neuro-ophtalmo avec le champ visuel de Goldman. Le champ visuel de Goldman n'a rien à voir. Le champ visuel de Goldman, c'est une périmétrie manuel, c'est réalisé par un orthoptiste, et cinétique, c'est un point lumineux qui va être mobile et on demandera au patient s'il voit ce point lumineux. Donc c'est le champ visuel de Goldman qui est réalisé en neuro-ophtalmo. Quelles sont les altérations du champ visuel qu'on recherche dans le glaucome chronique? Eh bien, il y en a deux principalement. C'est le scotome arciforme de Bjerrum, on va voir ce que c'est tout à l'heure. Et le ressaut nasal, c'est un scotome, donc une amputation du champ visuel, dans le champ visuel nasal. Et ça également, on verra à la fin de ce dossier l'illustration de tous ces termes. Finalement, question numéro 5, le diagnostic de glaucome est posé, retenu, vous décidez de traiter le patient. Quelle est votre stratégie thérapeutique? Quelle est votre surveillance pour mesurer l'efficacité du traitement et l'adapter? Eh bien, il faut rester simple et méthodique et systématique. Si vous commencez d'emblée en disant bêta-bloquant, antimoptol, c'est 0. Moi, ce que j'attends de vous, c'est de prendre tous les mots-clés, tous les points à prendre. On part des termes généraux et on arrive petit à petit en détail avec le nom des médicaments. Il faut commencer en disant traitement médical. C'est très important de commencer en disant traitement médical parce qu'il y a un traitement chirurgical qui sera plus tard. Il faut bien faire ressortir que dans un premier temps, le traitement est médical. Ensuite, le traitement est hypotonisant. Il consiste à faire baisser la tension de l'œil à vie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on commence à traiter un patient, il aura à vie un traitement hypotonisant, par voie locale en collyre. En première intention, ce sera une monothérapie. Il y a deux molécules qui ont l'AMM pour la monothérapie en première intention. Ce sont les bêta-bloquants et les prostaglandines. Donc on a le choix. Bêta-bloquants, c'est par exemple timolol. Et analogue de prostaglandine, c'est par exemple Xalatan, Travatan, Lumigan. Et puis, si ça ne marche pas, si la tension reste élevée ou si le glaucome continue à s'aggraver, soit on change cette molécule par une autre, soit on peut associer les différentes classes médicamenteuses. Il y a 4 classes médicamenteuses. On peut aller jusqu'à une quadrithérapie en associant les 4 classes médicamenteuses qui sont les bêta-bloquants, les analogues de prostaglandine, les inhibiteurs de l'anitrase carbonique et les agonistes alpha-2 adrénergiques. Et puis, en cas d'inefficacité du traitement local, on peut rajouter un traitement hypotonisant par voie générale en attendant la suite qui est dans le question numéro 6. Les éléments de surveillance, eh bien, il y a l'efficacité et la tolérance. L'efficacité, c'est la mesure de la tension oculaire, l'aspect de la papille, son excavation et le champ visuel, ça reprend la triade diagnostique. Et la tolérance, c'est la conjonctive. Effectivement, le professeur Baudouin, qui est mon patron, a montré que les gouttes hypotonisantes du glaucome contiennent des conservateurs et le professeur Baudouin a montré que ces conservateurs en fait, sont toxiques pour la conjonctive. Or, la conjonctive, on en a besoin pour la chirurgie. Donc, il va falloir faire attention à la tolérance de la conjonctive, de la surface oculaire due à ces conservateurs dans ces gouttes de glaucome. Les surveillances de tous ces éléments auront lieu tous les 6 à 12 mois.
Enfin, question numéro 6. Quelques mois plus tard, le patient s'aggrave malgré le traitement médical. Quels sont les autres traitements possibles? Eh bien, on va proposer un traitement chirurgical. C'est pour ça qu'il fallait écrire traitement médical à la question d'avant. Qui est traitement chirurgical, en cas d'échec du traitement médical, il reposera sur une chirurgie filtrante. C'est-à-dire qu'on va créer une fistule chirurgicalement, un trou dans l'œil, à travers laquelle l'humeur aqueuse va s'évacuer et comme ça, la tension va diminuer. Il y a deux techniques, soit la trabéculectomie, qui est une technique plus classique, plus ancienne. On fait un trou perforant dans le trabéculum, dans toute l'épaisseur du trabéculum, mais il y a des risques, il y a des complications, des risques d'hémorragie, de décollement choroïdien. Donc on a une autre technique plus récente qui s'appelle la sclérectomie profonde non perforante. Ça consiste à enlever une partie du trabéculum, mais pas dans toute son épaisseur, pour aider à ce que l'eau sorte plus facilement de l'œil. On n'a pas d'hypotonie brutale, il y a moins de risques que dans la trabéculectomie, mais elle est plus difficile à réaliser. Il y a également, il faudra le citer, le traitement au laser. Ça s'appelle le traitement trabéculoplastie au laser argon en alternative au traitement chirurgical. On va stimuler par un laser argon le trabéculum pour qu'il filtre plus, pour que l'eau sorte plus facilement de l'œil. Mais ce traitement n'est pas aussi efficace que le traitement chirurgical et dans la plupart du temps permet en général de surseoir, de reporter un peu plus loin le traitement chirurgical. Maintenant, nous avons fini ce dossier, nous allons passer aux illustrations afin de pouvoir comprendre tous les termes que je n'ai pas expliqués. Je reparlerai d'excavation papillaire, des champs visuels et vous pourrez ainsi comprendre enfin tous les termes que j'ai cités précédemment. Illustration du glaucome chronique à angle ouvert, je vous rappelle la triade. HTO, altération du champ visuel vue au champ visuel et excavation papillaire vue au fond de l'œil. L'hypertonie oculaire n'est pas obligatoire, c'est un signe du glaucome, mais ce n'est pas synonyme du glaucome. L'altération du champ visuel, deuxième signe de la triade, sera repérée à la périmétrie automatisée statique de Humphrey. On retrouvera un ressaut nasal, un scotum arciforme de Bjerrum et à la fin un champ visuel tubulaire. Voici à quoi ressemble un champ visuel normal de Humphrey, c'est le mien d'ailleurs. Vous pouvez voir sur la flèche, donc ça c'est le champ visuel de Humphrey typique. On peut voir ici une petite tache noire, d'accord, c'est la tache aveugle, correspond à la projection du nerf optique. Ce champ visuel est normal, il n'y a aucun scotome, il n'y a aucune amputation du champ visuel. Et je vais vous montrer maintenant un ressaut nasal. Un ressaut nasal, ça veut dire que vous allez voir une amputation du champ visuel dans le secteur nasal. Vous êtes prêts? Hop, voilà. Et là, vous voyez ici, une petite tache noire dans le champ visuel nasal. Je vous remontre avant, normal, et ensuite ressaut nasal. Très bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme signe d'altération du champ visuel dans le glaucome? Il y a le scotum arciforme de Bjerrum, donc c'est une amputation du champ visuel en forme d'arc de cercle. Regardez, hop, voilà, on a un champ visuel, un déficit du champ visuel en forme d'arc de cercle. Voilà, scotum arciforme de Bjerrum. Maintenant, je vais vous parler du terme excavation papillaire. L'excavation papillaire, ça a lieu en fait dans tous les nerfs optiques. Le nerf optique, il est composé de deux parties. Si on regarde le nerf optique en fond d'œil, la papille, il y a ce qu'on appelle l'anneau neurorétinien qui est ici, qui correspond à la réunion de toutes les fibres optiques de la rétine sur le nerf optique. Donc ça, c'est une concentration de fibres optiques. Et au centre, c'est ce qu'on appelle l'excavation papillaire. C'est un petit cratère où il n'y a rien. D'accord? Eh bien, en cas de glaucome, eh bien, la tension de l'œil va comprimer le nerf optique, va écraser les fibres optiques de l'anneau neurorétinien, va amincir l'anneau neurorétinien et donc va élargir l'excavation papillaire au centre. Et on aura un anneau neurorétinien plus mince et une excavation papillaire plus large. Et c'est ça qu'on va mesurer dans le glaucome. Dans le glaucome, on aura une excavation papillaire plus importante que dans la normale et que l'on va mesurer par un rapport qu'on appelle le rapport C sur D, le rapport cup sur disque. Imaginez, vous voyez l'analogie, si vous voyez de haut le nerf optique comme ici, eh bien c'est comme une tasse de thé qu'on a posée sur une soucoupe, d'accord? Et en anglais, cup, c'est le verre, la tasse, posée sur disque, la soucoupe. Eh bien, on va mesurer le rapport entre la taille
de la tasse sur la taille de la soucoupe. C'est un rapport, une fraction. On va dire si par exemple le nerf optique est égal à 1, à combien est égale l'excavation papillaire? À combien est égal cup? Eh bien, regardez par exemple ici, on va dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est-à-dire qu'on coupe le nerf optique en 10 unités. Eh bien, regardez le rapport, l'excavation papillaire va mesurer 1, 2, 3, 4, 5. C'est-à-dire que ici, sur ce nerf optique, on dit que le rapport C sur D, le rapport cup sur disque, est égal à 0,5. Parce que l'excavation est égale à 0,5 sur 1, si on considère que le nerf optique est égal à 1. Eh bien, on considère que dans le glaucome, on a un rapport cup sur disque supérieur à 0,6. Ça veut dire que l'excavation papillaire représente plus de la moitié de la taille du nerf optique. Ça veut dire que l'anneau neurorétinien va représenter moins de la taille du diamètre du nerf optique. Je ne sais pas si c'est très clair, mais je vais vous montrer des images. Ici, on a une papille normale avec une toute petite excavation papillaire au centre et un gros anneau neurorétinien bien turgescent, bien charnu. Alors que dans l'image du bas, on a une papille excavée, c'est-à-dire qu'on a une grosse excavation, vous voyez, et avec un anneau neurorétinien très très mince. Ça, c'est une papille de glaucome. On va dire ici que c'est égal à peu près à 0,7, 0,8, alors qu'ici, l'excavation, c'est à peu près 0,2, 0,3. D'accord? Et voilà, j'en ai fini avec les illustrations du glaucome.